À la une ce soir, un bébé de 10 jours en soins intensifs suite à une prise en charge après 3 heures aux urgences de la MFME. Selon ses parents, la longue attente aurait provoqué des séquelles chez leur nouveau-né. Ils ont porté plainte contre le CHU de Martinique. Aujourd'hui, journée mondiale de la drépanocytose. La maladie génétique est reconnue comme priorité de santé au niveau international. 10% de la population martiniquaise est touchée sans forcément le savoir. 600 collégiens des 4 coins de la Martinique sont montés sur la scène du Tropicatrium aujourd'hui. Ils ont présenté les travaux culturels qu'ils ont accomplis tout au long de cette année scolaire, des ateliers encadrés par leurs professeurs mais également par des artistes. Et puis nous parlerons sport également avec la phase finale de la Coupe des Nations de la Caraïbe qui aura lieu dans 3 jours au stade Pierre-Aliquer. Le secrétaire général de la Ligue de football de Martinique, Jean-Claude Varru, est notre invité ce soir. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Aujourd'hui, 19 juin, journée mondiale de la drépanocytose, une maladie génétique qui touche particulièrement les populations noires, reconnue comme priorité de santé au niveau international, au même titre que le cancer et le sida. 10% de la population martiniquaise est touchée, parfois sans le savoir, d'où le relais chez nous de cette journée de prévention. Reportage de Laura Châtenay-Rivaudet. Cette poche de sang est un trésor, notamment pour les drépanocytaires qui ont un gène anormal de l'hémoglobine. En cette journée mondiale de prévention et de lutte contre cette maladie génétique numéro 1 dans le monde et dans les Antilles-Guyane, les donneurs de sang que nous avons rencontrés sont globalement alertés sur cette affection. Je crois que c'est une maladie liée au problème de sang. Je sais que c'est lié au sang. Ils en ont besoin en fait du sang, donc c'est pourquoi je fais mon don. Je suis au négatif, donc je suis donneur universel. Je connais des amis qui avaient cette maladie et on entend parler beaucoup à l'école. Les transfusions sanguines sont cruciales pour aider les drépanocytaires. Sur la gauche, des globules rouges normaux, au contour bien rond. Sur la droite, des globules malades en forme de croissant de lune. Ils se déplacent moins bien dans le sang. Les organes et les tissus sont alors moins bien oxygénés. Douleurs, anémie, grande fatigue sont le quotidien de bien des malades. L'Établissement français du sang parle de cette maladie dans chacune de ses campagnes. C'est une maladie donc qui est fréquente aux Antilles et qui concerne aussi beaucoup les petits-enfants, les enfants qui sont transfusés et qui peuvent être transfusés tous les mois. Donc c'est important de leur délivrer du sang qui soit le plus phénocompatible, si c'est pas trop compliqué, dont le phénotype est très proche, le plus proche possible à chaque transfusion. Depuis 1984, les enfants sont dépistés automatiquement dès leur naissance. Toutefois, comme au centre de la drépanocytose à l'hôpital Mangovulsin, la prévention reste le maître mot. Il est possible d'être porteur du gène malade sans développer les symptômes et de le transmettre à son enfant. 10% de la population martiniquaise est porteuse d'un gène anormal de l'hémoglobine sans être malade et qu'on ne peut pas connaître son risque éventuel d'avoir un enfant malade tant qu'on ne fait pas ce dépistage. Ce dépistage, il est à faire avant tout projet de grossesse. Les jeunes qui sont nés en 1984 ou après doivent récupérer leurs résultats. S'ils ne le trouvent pas, refaire le bilan, ils ne changent pas. Et les autres aussi devraient savoir. C'est cette sensibilisation à savoir, ai-je un risque ou non d'avoir un enfant drépanocytaire que nous essayons par-dessus tout de faire passer. Sachez que les médecins de ville sont bien informés sur la drépanocytose. N'hésitez pas à en discuter avec eux, notamment si vous avez un projet de grossesse. Toujours au chapitre santé, le nombre de cas cliniquement évocateurs de conjonctivite virale a augmenté de manière considérable au cours des dernières semaines. 1600 nouveaux cas estimés la semaine dernière. Depuis le début de l'épidémie à la mi-mai, 2840 cas de conjonctivite ont été recensés chez les généralistes. 4 communes auraient été épargnées, du moins selon les déclarations des médecins sentinelles, le Prêcheur, Gros-Morne, Trinité et Sainte-Luce. J'en profite pour souhaiter un bon rétablissement à Jean-Marc Dabreuc qui est concerné actuellement. Direction la Guyane maintenant avec un colloque sur les troubles de l'autisme qui vient de commencer. 2 jours pour travailler sur des problématiques comme la prise en charge des patients sur le territoire ou l'accompagnement des familles. Cette année, l'accent est justement mis sur leurs témoignages. Voyez ce reportage d'Ayodélé Germain. L'amphithéâtre du centre de ressources autisme fait salle comble en ce premier jour de colloque. C'est souvent le cas lors de cet événement annuel qui rassemble parents et professionnels en charge des personnes atteintes d'autisme. Cette année, le thème du colloque, les comportements à problème. On peut avoir des comportements d'agressivité qui peuvent être auto-agressivité, c'est-à-dire que c'est les enfants qui
se font du mal à eux-mêmes. Ça peut être de l'hétéroagressivité, c'est-à-dire que l'agressivité est dirigée contre autrui. Ça peut être des comportements de destruction où l'enfant va s'attaquer à son environnement immédiat, aux objets, à la nourriture, aux tables, etc. On est une structure d'évaluation et de diagnostic, c'est-à-dire que nous on reçoit les familles dans le cadre d'une précision diagnostique. On fait l'évaluation diagnostique, on évalue le profil fonctionnel de l'enfant, on met en place des préconisations d'orientation vers des structures adaptées avec des stratégies de prise en charge qu'on met en place. Des recommandations qui aujourd'hui seront enrichies par la présence du professeur Éric Vallée. Professeur à l'université de Mons en Belgique, il tient la direction d'un service spécialisé pour les personnes atteintes d'autisme. Aujourd'hui, il expose les nouveaux moyens de réponse aux comportements à problème. L'idée, c'est vraiment de soutenir les compétences plutôt que de traiter les comportements problèmes. C'est finalement une vision un peu différente de ce que l'on a fait par le passé, où finalement, on pensait à punir ces comportements problématiques parce qu'on croyait que c'était comme ça qu'il fallait faire. Or, ce qu'on a pu constater, c'est que s'agissant de personnes qui ont des grandes déficiences en termes de communication, de grandes déficiences en termes d'interaction sociale, il était plus profitable de leur apporter des compétences, de leur apporter des comportements positifs dans ces domaines-là, pour contrebalancer l'existence des comportements problèmes qui sont souvent là par incapacité et non pas par volonté de nuire à l'environnement ou d'ennuyer l'environnement. C'est plutôt parce qu'ils n'ont pas les outils de la communication pour demander ce qu'ils veulent ou pour agir sur leur environnement. Donc l'idée, c'est maintenant de les ressourcer au travers de compétences qui vont permettre effectivement de pallier toutes ces difficultés qu'ils rencontrent au quotidien dans leur adaptation. En Guyane, le Centre de ressources autisme estime à 1500 le nombre de cas de ce trouble du développement humain en Guyane. Le colloque sur l'autisme se poursuit jusqu'à demain au comité de gestion des œuvres sociales hospitalières. Direction la Guadeloupe, à Goyave plus précisément, où les habitants sont très en colère. Des informations communiquées par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau font état d'une contamination de l'eau potable aux hydrocarbures. Aujourd'hui, la question se pose: depuis combien de temps boivent-ils cette eau contaminée? Voyez ce reportage de Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie. Des traces d'hydrocarbures ont été décelées dans l'eau potable. Les habitants des résidences de la Cité Caraïbe et de la résidence Marthe Rose Toto ont été priés de ne pas boire, se laver les dents et même faire à manger avec l'eau du robinet. Je bois l'eau du robinet et là, ça fait exactement 1 an que je me soigne pour des maux de ventre. J'ai déjà fait des tests. L'an dernier, j'ai fait différents tests, différentes analyses qui se sont avérés négatifs. Donc, je ne peux pas dire que c'est à cause de ça, mais n'empêche, on n'a toujours pas trouvé à quoi cela est dû. On a constaté qu'on avait tout le temps mal au ventre. On avait des démangeaisons au niveau du cuir chevelure. Mes enfants ont des problèmes de diarrhée, des problèmes au niveau du ventre. Et on allait tout le temps chez le médecin, mais à un moment, je me suis dit, mais non, ça ne doit pas être l'eau quand même. Mais j'ai constaté que l'eau avait une odeur de pétrole, quelquefois, et ça avait une odeur bizarre, et des fois, elle était chaude. Chez Gabriella, ils sont 7. Quand ils ont appris jeudi dernier que l'eau était devenue impropre à la consommation, il a fallu changer ses habitudes. C'est très compliqué de ne pas utiliser l'eau comme d'habitude. L'eau a un goût assez spécial, on va dire, mais ça dépend des jours. Quelquefois, elle est calcaire, un petit peu blanchâtre. Se laver les mains ou faire à manger, on doit toujours penser à ne pas utiliser le robinet. Ou si on l'utilise, par exemple, pour faire des pâtes, on doit jeter l'eau pour prendre de l'eau minérale. C'est assez compliqué. Des analyses ont été effectuées par le SIAG et ont révélé des traces d'hydrocarbures. Les habitants souffrent depuis des mois de maux de ventre. En principe, il y avait une odeur de gasoil. On sentait, il était fort. C'est le même problème que le niveau de pompe à essence qui est placé au bord du chemin et qui a produit cette même situation-là. Donc on a des packs d'eau qui sont distribués parce qu'apparemment, il ne faut pas l'utiliser pour la cuisson des aliments. On nous a dit qu'on pouvait se baigner avec. Il ne faut pas se brosser les dents non plus avec. Donc on a des packs d'eau qui sont distribués par les agents du service technique de la commune. Le maire Ferdi Louisi a porté plainte. Le même incident s'était produit il y a quelques années. Le chef d'édilité distribue des packs d'eau minérale aux familles concernées jusqu'à ce que l'on trouve l'origine de la pollution et une solution pour éviter l'empoisonnement de la population.
De retour en Martinique, le dispositif de marche à blanc du TCSP monte en puissance. Depuis ce matin, 5h30, ce sont désormais 10 bus à haut niveau de service qui circulent sur le réseau avec des rotations toutes les 10 minutes entre la Galéria et les Almadies à Fort-de-France. Une démarche qui vise à affiner les tests qui ont débuté il y a plusieurs semaines. Il est recommandé aux automobilistes de respecter les signalisations afin que les tests se fassent dans les meilleures conditions. Restez avec nous à suivre dans un instant. Les élèves de Saint-François en Guadeloupe ont été sensibilisés à la cause des lamantins. Un seul spécimen a pu être réintroduit en milieu naturel dans l'île Sœur. Et puis dans notre JT des communes, Hubert Bornil nous parlera de la SME qui a mis en place de nouveaux dispositifs visant à améliorer la qualité de ses services. Mais tout de suite, je vous le disais, les élèves de Saint-François en Guadeloupe ont été sensibilisés à la cause des lamantins. Pour l'heure, un seul spécimen a pu être introduit dans son milieu naturel il y a tout juste 1 an et il fait l'objet d'une attention particulière des spécialistes. C'est un reportage de Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie. Après une sortie dans le Grand Cul-de-Sac marin et une visite au centre de résidence du Lamentin Caille, les élèves de la classe de CM2 de l'école mixte 1 de Saint-François ont présenté un spectacle autour de la vie de ce mammifère. C'est un sirénien déjà et c'est un herbivore, donc voilà, on vous a montré dans la scène les parties de son corps, son régime alimentaire, donc son mode de déplacement. On est allé au centre aussi, on a eu la chance parce que c'est interdit au public en général. Et on a vu un peu comment il vivait, avec quoi on le nourrissait. Le projet pédagogique mis en place par le professeur des écoles est la continuité d'une démarche de développement d'une conscience citoyenne, sociale et écologique à travers la réintroduction du lamentin. Le Parc national a été notre partenaire privilégié durant toute cette année. Nous avons eu des formations en amont, des sorties dans le Grand Cul-de-Sac marin, au centre de Blachon également. Et aujourd'hui, c'est donc l'aboutissement du projet avec la présentation de la pièce de théâtre. Ça va apporter aux gens des informations peut-être qu'ils ne savaient pas sur le lamentin. Donc nous, notre projet cette année, c'était de réintroduire le lamentin en Guadeloupe. Et c'est fort possible. En tout cas, l'idée a été d'utiliser les disciplines du programme pour mener à bien ce projet. Contes, poésie, scénettes, sculptures et dessins déclinés à travers ce spectacle, un véritable succès pour une prise de conscience. Le spectacle était très bien, très intéressant. On a appris beaucoup de choses, notamment sur le lamentin. Moi, je ne connaissais pas son histoire et je suis ravie qu'il ait été réintroduit en Guadeloupe. Les élèves ont vraiment beaucoup travaillé. Moi, j'ai vu tout au long de l'année, puisque ma fille est dans la classe. Et ils se sont investis et le spectacle est vraiment très bien fait. Sensibilisés pour la plupart depuis l'an dernier à la protection des mammifères marins qui fréquentent nos eaux, les élèves n'ont eu aucun mal à adhérer au projet de réintroduction du lamentin. Ce sont de futurs ambassadeurs du Parc national. Je vous le disais en titre, nouvelle affaire concernant la prise en charge au service des urgences de la MFME. Cette fois-ci, c'est un nouveau-né atteint d'une jaunisse aggravée qui n'aurait pas été traité dans des délais suffisants. 3 heures d'attente avec des conséquences dramatiques selon les parents. Le nourrisson de 10 jours est actuellement en soins intensifs et semble déjà développer des séquelles. Voyez ce reportage de Guy Raphaël René. Johan et Wendy sont les parents du jeune Davon, né à la clinique Sainte-Marie le 9 juin dernier. 3 jours après l'arrivée du nouveau-né, c'est-à-dire le lundi 12 juin, ils regagnent leur foyer avec leur fils apparemment en bonne santé. Lors d'une visite à domicile de la sage-femme le mardi 13, Wendy, la maman, alerte la professionnelle de santé sur la couleur jaunâtre du bébé. Cette dernière recommande des bains de soleil. Le jeudi 14, la mère et son nourrisson se rendent à la clinique, inquiètes à cause de la couleur jaunâtre qui ne s'estompe pas. Au regard de l'état de santé du nourrisson, le personnel de la clinique recommande à la mère de se rendre aux urgences de la MFME sans tarder et par ses propres moyens. Ce que je reproche à la clinique Sainte-Marie, c'est de ne pas avoir pris mon enfant en charge convenablement. Elle a vu que le taux de bilirubine était important et elle m'a laissé repartir seule, sachant qu'il y a des embouteillages, il y a des bouchons, des contraintes. Le temps d'arriver dans un hôpital, le temps d'être pris en charge, ça prend du temps. La sage-femme
qui a des documents en sanguin en main, qui a une courbe, il y a des unités de mesure, il peut voir vraiment des statistiques pour comprendre ou apprécier une situation, connaissant les risques lésionnels encourus, n'a rien fait, à part laisser un parent partir à sa charge comme ça avec un enfant de 6 jours. Et aujourd'hui, nous sommes désemparés. Mais à la MFME, les parents sont confrontés à une longue file d'attente. Une fois arrivée à la MFM, je me suis présentée à l'accueil, j'ai donné le test sanguin, je leur ai dit que mon enfant est jaune, j'ai donné ma carte vitale et tout, les papiers, j'ai fourni tout ce qu'il y avait. La dame me demande de patienter en salle d'attente. Je patiente. Entre-temps, il est 18 h, je ne suis pas encore passée. Au final, on a passé entre 3 et 4 heures dans l'attente qu'on nous prenne en charge à la MFME. La situation s'est aggravée suite à cette attente longue à la MFME. Durant l'attente, la quantité de bilirubine, une substance résultant de la dégradation des globules rouges et qui peut s'avérer toxique pour le cerveau, a augmenté dans l'organisme du nourrisson. Aujourd'hui encore, le petit Devon se trouve en réanimation et ses parents dans la détresse. On l'a vu dans la nuit, vers 1h, 2h du matin. Mais c'était comment? C'est difficile à accepter de voir son fils de même pas à peine une semaine dans cette situation, qui convulse, qui est sous oxygène. C'est chaud. Et là, ils ont déjà fait des tests auditifs et apparemment, Devon, il est sourd. Et il a une bascule importante de la tête en arrière, une extension du corps. Voilà. Contacté par nos soins, le CHU n'a pas souhaité communiquer sur la situation. Une enquête interne aurait été déclenchée pour déterminer les faits. De leur côté, les deux parents ont déposé plainte ce matin à Fort-de-France contre la sage-femme, la clinique Sainte-Marie et le CHU pour non-assistance à personne en danger et défaut d'évaluation de l'état de santé du bébé. Culture maintenant avec du chant, de la musique, du slam, du théâtre et de la danse. Environ 600 collégiens des 4 coins de l'île sont montés sur la scène de Tropicatrium ce matin. Ils ont présenté le résultat de leur année de travail au sein de leur établissement scolaire. Des ateliers encadrés par leurs professeurs mais également par des artistes. Voyez cette ambiance captée par Laura Chetner-Rivaudet. L'école est comme une prison. Autant rester à la maison. Mais... Le mensonge de la violence. La violence est le mensonge dans le monde. Nous les enfants, on nous dit prendre exemple sur les parents. Comme ne pas mentir, ne pas se battre, ne pas jurer. Mais les parents, tout ce qu'ils nous disent de faire, ils le font. Et puis quand on le fait, c'est beaucoup d'émotions, sachant qu'on s'est beaucoup entraîné avec Papa Slam. Et maintenant, pouvoir mettre notre travail en œuvre, ça remonte un sentiment de soulagement, savoir qu'on a travaillé et que ça a payé. Les pas de ballet, je les connaissais déjà CM1. Et puis, quand la principale a demandé qui voulait faire ballet, donc je me suis inscrite. Et puis, avec la dame, on a trouvé des pas et tout ça. J'aime pas trop la foule qui me regarde comme ça. Et en plus, la salle était pleine. Ils ont joui de cette liberté d'accéder au plaisir de dire et de partager, puisque la parole est la meilleure goût quand elle se partage. Et je crois qu'ils ont très bien compris cela et je tiens encore à les féliciter. Voilà. Pour le slam, parce que je n'ai pas vu le bélé, mais le slam, la manière d'écriture, la facilité d'écriture est arrivée très spontanément.
et ce qui nous a particulièrement étonnés. On a des élèves qui étaient en difficulté, voire qui avaient un mal-être au collège et qui au final sont montés sur scène et ont été valorisés. Donc ça peut être que positif. La pluie est tombée, la liste est serrée, tous ces mots bonjour, allez manger, on est dans ses camps, on est... Place au sport avec la phase finale de la Coupe des Nations de la Caraïbe qui aura lieu dans 3 jours au stade Pierre-Aliquer. Sommes-nous prêts au niveau de l'organisation? Notre équipe est-elle prête à affronter ses concurrents? C'est ce que nous allons voir avec le secrétaire général de la Ligue de football de Martinique, Jean-Claude Varru. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les compétitions sont prévues les 22 et 25 juin prochains. Alors, où en êtes-vous au niveau de l'organisation? Est-ce qu'on est prêt déjà à accueillir les équipes invitées? Bien sûr, puisque je peux vous annoncer aujourd'hui la venue donc l'arrivée de l'équipe de Curaçao. Demain donc arriveront les délégations de la Jamaïque et de la Guyane. Donc bien sûr, nous les avons accueillis. Nous sommes prêts en matière d'hébergement, de transport. Et jeudi, nous serons fin prêts pour le début de la compétition sportive. Alors comment s'est passée l'organisation? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? Une telle organisation est effectivement très lourde, hein, et chaque jour nous avons des détails à régler, hein, c'est le lot de toute organisation, je crois. Nous le faisons au quotidien et avec l'espoir que tout sera réglé comme du papier à musique jeudi et dimanche. Et la Martinique est membre de la CONCACAF. Est-ce que le bon déroulement de cette manifestation pourrait signifier à terme qu'on nous confierait d'autres organisations d'événements de ce type? Je crois déjà que si on nous a confié l'organisation de cette dernière Coupe des Nations de la Caraïbe, c'est parce que la CONCACAF et l'UFC reconnaissent le travail et la compétence des dirigeants de la Ligue de football de Martinique. Et plus particulièrement, ils ont en mémoire la dernière Coupe des Nations organisée en Martinique. Donc je crois que c'est un gage de confiance de la part de ces instances. Mais est-ce qu'il y a une pression particulière sur le bon déroulement de la manifestation Non, les choses se passent normalement, sans pression. Voilà, sont déjà présents les staffs de la CFU, de la CONCACAF avec lesquels nous travaillons en pleine sérénité et les choses se déroulent normalement. Alors, l'équipe de Martinique reviendra demain d'un stage de Marie-Galante. Alors, quel est leur état d'esprit déjà? Je crois que l'équipe de Martinique s'est très très bien préparée, tant d'un point de vue sportif que d'un point de vue psychologique. C'est une équipe qui est prête aujourd'hui, on peut le dire, hein, demain à rejoindre les autres, son site d'hébergement donc aux Trois-Îlets, afin d'entamer cette compétition avec bien sûr l'objectif avoué de gagner cette dernière Coupe des Nations de la Caraïbe. Et plus globalement dans le football, les mêmes joueurs professionnels reviennent régulièrement. Qu'est-ce qui manque à la Martinique pour pouvoir avoir des hommes comme Christophe Herel ou Kevin Fortuné par exemple? Très clairement, il nous manque d'avoir le statut FIFA pour que les clubs puissent libérer les joueurs à la demande des ligues anti-Guyane. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas encore le cas, puisque c'est un combat que nous menons, que nous allons mener. Il semblerait que la ministre des Sports... C'est difficile ou ça semble bien parti? Écoutez, c'est un combat très difficile, comme celui de l'adhésion à la CONCACAF. Hein. Nous avons mis 40 ans pour adhérer à être membre de la CONCACAF. J'espère qu'on ne va pas mettre 40 ans pour être c'est pour ça que je souris, j'espère que ça membre de la FIFA. Mais je crois que c'est un travail permanent sur lequel nous nous attelons et nous espérons très rapidement que nous aurons une écoute favorable sur cette demande qui est aujourd'hui vitale parce qu'il en va de la survie du football antillo-guyanais. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis on rappelle que l'événement est programmé les 22 et 25 juin prochains. Et nous invitons donc le public martiniquais à y participer puisque massivement soutenir les Matininos. Très bien, merci à vous. ATV, toujours plus proche de vous, c'est le moment pour nous de mettre en lumière des initiatives qui vous intéressent. C'est l'heure de notre JT des communes.
Un JT des communes qui commence avec une information qui devrait intéresser les clients de la SME. Depuis 2 semaines, l'organisme en charge de la distribution d'eau potable dans les foyers hors de la CACEM dispose d'un centre de pilotage qui permet de repérer les casses dans des délais réduits. Les délais d'intervention devraient donc être réduits justement et les coupures d'eau moins nombreuses sur le réseau. Voyez les précisions d'Hubert Bornil et d'Anaïs Gall. Les agents ont l'air très concentrés ici dans ce nouveau centre visio. Ici, on voit directement des petits tableaux avec des petits points sous la carte de Martinique. Voilà. Et tout ça permettra d'améliorer le service directement. Et puis surtout pour les abonnés, un gain de temps intéressant, vous allez voir. C'est à l'intérieur de ce bâtiment que le nouveau service visio a été installé. Un centre de pilotage destiné à regrouper l'ensemble des équipes. Pour l'agent électromécanicien, c'est une grosse évolution et ça réduit un petit peu les déplacements sur le terrain et l'analyse est beaucoup mieux faite à partir de cette évolution-là et les dépannages aussi. À cela, il faut associer de nouveaux outils qui permettent de piloter en temps réel les services d'eau et d'assainissement sur 25 communes desservies par la SME. Ça sera plus de réactivité puisque toutes les demandes d'intervention des abonnés sont enregistrées au niveau du centre d'accueil clientèle, sont tracées et les interventions sont planifiées. Donc les abonnés peuvent désormais avoir des rendez-vous avec les intervenants et on est en mesure de suivre l'intervention de A à Z. De nouveaux équipements permettant d'assurer un meilleur service à la clientèle, c'est d'abord l'objectif avoué. Sur le terrain, l'agent qui intervient dispose d'une tablette sur laquelle on lui envoie la liste des interventions qu'il doit réaliser dans la journée. Donc c'est optimisé, on les concentre dans un seul et même secteur. Et à la fin de chaque intervention, il remplit un compte-rendu. Les données vont pouvoir nous remonter ici au centre visio et elles vont pouvoir être traitées. Au fur et à mesure, l'ensemble des agents de terrain seront équipés de cette sorte de tablette. La communication avec le centre visio se fait en temps réel. Jusqu'à présent, vous n'avez pas vu d'agent, c'est ça? C'est quelle commune? La toute dernière information à noter, ici nous sommes le CRC, le Centre Relations Clientèle. Voilà le tout nouveau numéro qu'il faut désormais composer pour entrer en contact avec la SME. Information pratique pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné de 8h30 à 13h sur le parking du supermarché Casino au Lorrain. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Ketman au quartier Laménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec un Pays. À tout de suite.